Carrefour, c'est une toute petite PME, une entreprise à échelle humaine. Non, plus sérieusement, c'est un groupe multicanal, multiformat, multiproduit. On a, je vais m'arrêter sur la France peut-être, une entreprise qui est aujourd'hui le premier employeur privé de France. On a à peu près 100 000 collaborateurs, 40 milliards de chiffre d'affaires. Vous êtes le plus gros employeur français, privé. 2 millions de clients par jour dans nos magasins, un peu plus de 5 000 magasins en France, et à peu près 5 000 recrutements par an que nous faisons à 95%, plutôt en proximité de nos supermarchés, magasins de proximité ou hypermarchés. Du recrutement proche des besoins. Toujours. En local. Toujours. C'est bien, ce sont les valeurs qui sont défendues par Christian Estrosi aujourd'hui, la formation, le recrutement, au plus près des besoins. Voilà. Sur Nice, par exemple, on a 35 magasins, à peu près 1500 employés, et on s'aperçoit que l'embauche de ces 1500 personnes s'est faite à 35% dans des quartiers prioritaires. Alors pourquoi la région, puisque vous avez posé la question à Christian Terrassou? Tout simplement parce que c'est une agglomération qui a des capitales régionales fortes, qui a, je dirais, un solde migratoire positif chaque année, 3, qui a une texture urbaine qui permet de développer l'ensemble de nos formats, hyper, super et surtout la proximité, bien sûr, écoquartier. Et puis surtout, on est quand même une entreprise privée cotée. On s'aperçoit que la région PACA, au sens large, est la région qui a globalement les meilleurs rendements au mètre carré. On est content de le savoir. Sur le territoire français. Voilà. Pour des questions, je pense, de densité commerciale. Je pense que la marque Carrefour et l'image de Carrefour est plutôt bien perçue. Et donc, on est plutôt assez fervent de développer l'ensemble de nos formats sur le territoire. Toujours plus sur notre territoire. Mais plutôt en proximité. Ce sont les enjeux, vraiment, aujourd'hui et de demain pour Carrefour. Bien sûr. Parfait. Quelles sont les valeurs de Carrefour qui sont plébiscitées dans le groupe ? Je pense que les valeurs de Carrefour, c'est, je pense, des valeurs humanistes. Pourquoi humanistes? Parce qu'en définitive, on est dépendant de nos clients. Je crois que le client est roi dans nos métiers, donc il faut une capacité d'écoute, savoir se réinventer, savoir écouter le client. On n'a pas un client, mais des clients. Le client d'un hyper n'est pas forcément un client d'un supermarché ou de la proximité. Donc il faut avoir une bonne capacité d'écoute, se régénérer, et puis des valeurs de produits. On est sur des métiers de produits, donc il faut une culture du produit assez forte sur l'ensemble de nos métiers, alimentaires ou non alimentaires, et bien évidemment une implication assez forte sur le plan urbain, dans la capacité de nos formats à pouvoir s'adapter, que ça soit sur des formats assez lourds ou sur des formats un peu plus agiles de proximité, notamment sur des écoquartiers sur lesquels depuis maintenant 10 ans, parce qu'en définitive le sujet urbain ou le sujet de la mixité urbaine n'est pas un sujet français, c'est un sujet mondial. Carrefour est présent dans 20 pays, donc on le retrouve à Mexico, on le retrouve à Paris, on le retrouve à Nice ou ailleurs. Ce sujet urbain, de mixité urbaine et d'intégration urbaine est un sujet chez Carrefour qui est pris très au sérieux, parce qu'en définitive, je crois que c'est un peu l'enjeu du XXIe siècle. Vous avez quelques exemples justement de, bien évidemment réussis, j'imagine bien, de Carrefour, d'implantation dans les sites urbains? Oui, on a sur Paris intramuros et même sur des pays un peu plus éloignés comme en Argentine ou au Brésil, travaillé un format très atypique. Je vais vous donner un exemple qui s'appelle Atacadão, qui est un format brésilien pour les favelas. Alors, il n'y a aucune critique, il n'y a aucun jugement de valeur vis-à-vis de cette classe sociale, mais en définitive, on a adapté l'assortiment, adapté le format, adapté le dispositif de notre outil pour entrer sur des zones et donner, je dirais, la possibilité à ces clients de venir et se restaurer et faire des achats à moindre coût sur ces formats. Bon, on a plein d'exemples, on a plein de sujets urbains qu'on travaille. On travaille par exemple même à Nice sur le sujet du Stade du Ray, qui est un sujet d'écoquartier mixte sur lequel on travaille avec la ville pour cet appel d'offres et être dans ce dossier. Formidable. Et donc du coup, on peut envisager bien évidemment que Carrefour
soit présent sur Méridia et dans les pôles multimodales. Carrefour sera un partenaire présent? Bien sûr, bien sûr. Mais si vous voulez, pour le sujet à la question de répondre aux nouveaux enjeux urbains, on s'aperçoit chez Carrefour, mais je pense que l'ensemble des acteurs ici présents le subissent, on a des enjeux qui sont quand même sérieux et qu'on connaît partout. Un sujet d'expansion de l'urbanisation. On a une raréfaction, je dirais, accrue des fonciers. Et je dirais même une hausse de la charge foncière qui, en général, est toujours calée sur la marge des utilisateurs, mais jamais globalement calée sur les enjeux un peu urbanistiques. On a une évolution démographique un peu partout, une évolution des modes de déplacement avec plus de piétons, moins de voitures. On a globalement une création d'espaces marchands avec de nouvelles contraintes spatiales. Donc on a tous les ingrédients aujourd'hui pour devoir bouger et réfléchir sur l'intégration du commerce dans ses fonctions urbaines. On n'a pas d'autre choix. Donc il faut contribuer, Carrefour contribue à l'écriture urbaine des quartiers. On a une cellule de réflexion en France sur ces sujets. Je pense, alors je n'ai pas tout le pitch total, mais je pense que dans d'autres pays, ils réfléchissent aussi sur ces sujets urbains. Et voilà, c'est un développement mixte, multifonctionnel, qui permet de mailler le territoire sur le long terme. Et donc, c'est un mariage qui se fait avec les collectivités, oui, qui se fait surtout avec les opérateurs de logement et de bureaux. Et je pense qu'on ne peut pas réfléchir tout seul aujourd'hui de façon un peu autarcique. Non. Vincent, il veut réagir. C'est plus une question parce qu'elle est d'autant plus forte que ce que vous décrivez comme une perspective maintenant de davantage mixer commerce et autres activités en ville et dans les quartiers les plus denses, c'est la question de la logistique urbaine. Comment on peut éviter les camions dans les villes? C'est là où on a beaucoup de conflits potentiels entre les usagers de la ville et le mode de fonctionnement notamment des commerces. Donc comment agissez-vous sur cette dynamique-là? Comment est-ce qu'on peut éviter les camions dans les villes? Et comment peut-être mutualiser, parce qu'on a plusieurs bénéficiaires potentiels dans un quartier mixte, comment on peut mutualiser dans une stratégie de desserte logistique un peu renouvelée qui repose sur autre chose que le camion qui embouteille et qui pollue? Alors, l'adaptation de la logistique, elle est assez rustique en définitive et assez simple. Je pense qu'il ne faut pas se raconter de salade et réinventer, je dirais, la logistique. Nous, depuis quelques années, on intègre l'ensemble de nos camions dans le corps du bâtiment. Véhicules lourds et véhicules légers, sur l'ensemble du dispositif de livraison, avec bien évidemment des camions silencieux et électriques. Ça, c'est une tendance lourde qui aujourd'hui est acquise chez Carrefour. La deuxième chose qui est importante à votre question, pour y répondre, je pense qu'il y a aussi un débat sur les amplitudes horaires avec les collectivités, parce qu'en définitive, ça pose un vrai problème sur les grosses capitales. Donc c'est un sujet parfois un peu rugueux avec les municipalités, mais l'amplitude horaire et l'élargissement des amplitudes horaires est un point, à mon avis, crucial qu'il faut mettre souvent en exergue quand on a des discussions comme ça au niveau de la logistique. 3, on accompagne parfois des initiatives locales sur le plan logistique. Donc des fois il y a des murs anti-bruit, des fois on travaille avec la copropriété pour la mettre un peu dans le dispositif de la réflexion sur nos sujets de livraison, notamment dans les grandes villes. Peut-être parce que c'est l'autre pan de la question du commerce. Donc, au-delà des nouveaux quartiers dans lesquels on va immiscer le commerce dans les autres fonctions, il reste tout un patrimoine de grands centres commerciaux qui ont été conçus dans une autre perspective, dans une autre époque, souvent très monofonctionnels. Donc comment faites-vous rentrer d'autres fonctions dans ces centres commerciaux-là? Est-ce que vous le faites? Comment vous le faites? Et à l'avenir, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ces grandes surfaces commerciales qui étaient conçues dans une autre forme de modèle? Les centres commerciaux sont aujourd'hui, je pense, en France à maturité. La taille des centres commerciaux, de mon point de vue, on voit bien qu'il y a les 400 000 m² de surface de vente qui se font chaque année en alimentaire. Pour moitié, ce sont des agrandissements. Il n'y a pas de gros mastodontes de centres commerciaux qui sont en France. On est sur des densités au mètre carré qui sont flattes. On est sur des rendements au mètre carré qui sont en décroissance. On est plutôt dans une logique où la tendance lourde est de revenir en proximité et plutôt en cœur de ville. Donc,
j'ai pas d'inquiétude et je pense objectivement qu'il ne faut pas opposer centres commerciaux, périphériques et centres-villes. Je pense que tout ça est assez synergique et se défend assez bien. Par contre, vous avez eu des collectivités qui ont été un petit peu, à mon avis, aventureuses à remettre en périphérie des centres commerciaux aujourd'hui qui ne se justifient pas, tout simplement pour des questions de zone de chalandise, de population, et comme le disait Christian tout à l'heure, d'accessibilité. La clé pour un centre commercial qui veut se donner une vocation régionale ou dominante, c'est quand même l'accessibilité et la taille de la zone de chalandise. Merci. Il y a un autre point sur lequel, Jean-Paul, tu voulais intervenir. Une conclusion peut-être dans ton environnement. Non, mais dans l'exercice de style que Virginie, tu m'as demandé gentiment de présenter, il y a quand même une question que j'ai souvent posée aux politiques au nom du groupe Carrefour. Oui. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus urgent? Et je pense que ce qu'il y a de plus urgent dans cet exposé, globalement, dans la vision immobilière, c'est que chacun a bien conscience, et on le voit, nous, dans les sujets d'appel d'offres ou de développement ou d'expansion que je représente, chacun, je pense, doit prendre conscience qu'il va falloir proposer rapidement des approches nouvelles concernant le régime foncier ou le régime de la propriété. On ne peut pas rester trop longtemps dans des systèmes où l'attribution de la charge foncière et de positionnement des activités reste en définitive largement dominée par la capacité économique des utilisateurs à supporter une charge foncière qui globalement, parce que c'est une énorme hypocrisie en France, qui globalement, la charge foncière évolue chaque année. Oui. Voilà. La taxe foncière évolue chaque année et la charge foncière dans nos bilans de promotion, quels qu'ils soient, globalement évolue chaque année. Donc c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui concerne l'ensemble des utilisateurs. Il est national, européen. Et il est national. Et européen. Voilà. Merci Jean-Paul.